Bonjour à tous. Je suis Francesco Cavator, je travaille avec Marie Brossier au CIRAM, Centre interdisciplinaire pour la recherche sur le Moyen-Orient et l'Afrique. Je vous donne la bienvenue à tous pour la conférence d'aujourd'hui, qui est donnée par le docteur Belgassem Taxi, qui vient d'Algérie. Il est invité de la chaire d'études maghrébines et du CIRAM pour 3-4 semaines. Il restera ici. On travaille sur un petit projet ensemble. On a eu l'opportunité donc de l'inviter, de fait qu'il soit ici. Donc on a décidé d'organiser cette conférence sur les thèmes de sa recherche, géopolitique de l'industrie gazière en Algérie entre réussite et risque. Je pense que il va y avoir une partie un peu technique peut-être au début pour expliquer un peu la géopolitique gazière du pétrole de l'Algérie aujourd'hui. Et ensuite, il y aura une discussion, si on veut, plus axée, on va dire, sciences politiques, développement, sur les conséquences, les risques que cette géopolitique du gaz et du pétrole a pour l'Algérie. Je pense que le Gassem va parler 45-50 minutes plus ou moins. Et puis, on aura le temps pour vos questions. Donc, je vous invite à écouter le Gassem. À toi la parole. Bouge pas trop parce que tu es filmé. Bouge pas vers la gauche parce que sinon le projecteur, tu vas couvrir les images. Donc, tu connais la chanson. Donc, je te laisse l'audience. Oui, merci. Bonjour, honorable assistance. Voilà, je suis très honoré, très heureux d'être parmi vous en ce moment. Je vous remercie d'être présent. Je remercie Francesco de m'avoir invité, de m'avoir si bien présenté, donc je le remercie beaucoup. Il aurait dû faire l'exposé à mon place, donc il le comprend tellement. Mais bon, voilà, je vais commencer par une petite introduction. En attendant, donc, le secteur minier algérien, c'est un secteur assez riche de plusieurs ressources à la fois, or, fer, phosphate, et j'en passe, de l'uranium, du silicium, et du pétrole et du gaz aussi. Donc voilà, contre toute attente, l'Algérie est un pays gazier et non pétrolier, comme tout le monde le sait. Donc voilà, c'est une spécificité assez qui n'est pas vraiment connue, quoi. Donc, et là, je vais me focaliser surtout sur le gaz. Donc voilà, mon projet, enfin mon intervention s'intitule Géopolitique de l'industrie gazière en Algérie, entre réussite et risque. Ce qu'il faut savoir. Attention, Excusez-moi, pas grave. Excusez-moi. Bonjour, on n'a pas raté grand-chose, c'est juste le titre. Géopolitique de l'industrie gazière entre réussite et risque, ce qu'il faut savoir. Donc voilà, et pour savoir, ce qu'il faut savoir, on va le faire en 3 parties. Donc on a la vocation gazière, en première partie, la vocation gazière de l'Algérie, c'est plus un tableau de bord de l'industrie gazière en Algérie. Il y a beaucoup de données techniques, il faut juste me supporter la première partie. Et puis il y a la deuxième partie, c'est les risques et les enjeux et les défis du siècle. Et la troisième, la dernière, c'est plus la partie géopolitique. La troisième partie, c'est surtout l'influence du secteur sur la politique algérienne. Donc c'est la dernière partie. Voilà, je commence. Voilà, comme vous pouvez voir sur la carte, l'Algérie se situe dans l'Afrique du Nord, face à l'Europe. C'est un marché gazier assez important pour l'Algérie. Donc elle jouit de cette situation qui est assez importante. Elle fait partie de l'entité maghrébine et aussi de la région de la MENA, Middle East and North Africa. Elle est au 9e rang mondial comme producteur de gaz, donc avec 2,4% de la production mondiale, et le 10e mondial en termes de réserves prouvées, donc avec un total de 2,2% des réserves mondiales, ce qui n'est pas important, mais quand on exporte, ça devient un enjeu et c'est important. Donc voilà, le plus ancien des gisements de l'Algérie et le plus important qui détient dans les 50%, c'est celui de Assermel. On va en parler tout à l'heure dans les enjeux et les risques. Et ajoutons à cela, l'Algérie dispose de quelques 96 milliards de mètres cubes de gaz de schiste, ce qui fait d'elle en 3e position mondiale après la Chine et l'Argentine. C'est un gisement assez important. Le secteur est géré par la Sonatrach. La Sonatrach, c'est la National Oil Company, enfin la société algérienne des hydrocarbures. Elle assure 80% de la production nationale, de la production en effort propre et 20% en association. Elle fut créée en 1963. Elle assure tout le secteur, enfin, le secteur des hydrocarbures en Algérie sur tous ses niveaux. Elle fut secouée par des affaires de corruption depuis 2010
Et la plus connue, c'est celle avec l'italien Eni Saipem. Donc elle est présente à l'étranger aussi. Elle est la première compagnie en Afrique et elle fut deuxième pendant longtemps sur le plan mondial. Donc voilà, pour les compagnies pétrolières au monde. Toujours dans l'introduction, je parle un tout petit peu sur la production. Elle a produit en 2014 quelques 186 milliards de mètres cubes. Ce n'est pas le chiffre qui est important, parce que là, on va parler de pourcentage, dont 82 milliards, soit 45%, soit presque la moitié, a été réinjectée dans les puits de développement pour augmenter la pression des autres puits de production. D'accord? Donc, ce total produit dont la moitié fut injectée, on a utilisé uniquement l'autre moitié, soit 82 milliards, qu'on a commercialisé vers l'Europe ou les autres destinations. Alors, on parle là d'exportation. L'Algérie a deux atouts, là, le gaz naturel et le GNL. Elle est le quatrième fournisseur de l'Europe, ce qui fait un partenaire fiable et important pour l'Europe aussi. Et en GNL, et le GNL c'est le gaz naturel liquéfié. Donc c'est du gaz qu'on traite à moins 160 degrés pour le compresser à moins 600 fois son volume, pour avoir moins de volume. Dans ce cas de figure, le GNL, on le transporte uniquement par bateau, par méthanier. Par ailleurs, le gaz naturel, on le transporte par pipeline. On va en parler tout à l'heure. Mais là, l'Europe détient 86% des exportations algériennes. Voilà la première partie. Donc la première partie, c'est la vocation gazière de l'Algérie, l'essor d'une filière. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce qu'il faut savoir que juste que l'Algérie est le premier pays au monde à pouvoir réaliser et commercialiser. Et même, c'était la première usine au monde de GNL au monde. C'était la première usine franco-algérienne en 1964. Elle dispose de trois complexes GNL, dont un qui fut rénové dernièrement et un quatrième qui est mis en service il y a 3 ans de cela, pour une capacité de 19,6 qu'elle n'arrivera jamais à faire tourner à plein régime. Ça, on va parler ça dans la deuxième partie, dans la section géopolitique. Donc, la flotte maritime de l'Algérie, elle dispose de 11 navires GNL et de 10 GPL et de 2 pétroliers. Ajoutant à cela un réseau national de pipeline, un réseau assez performant en 3 systèmes qui achemine le gaz depuis les puits au point de traitement tels les usines de GNL ou les pipelines transnationaux. Alors, et ça c'est la fierté algérienne, puisqu'elle dispose de 3 pipelines transnationaux, un qui relie avec l'Algérie à l'Espagne via le Maroc, et un autre qui relie l'Algérie et l'Italie via la Tunisie, et le troisième, qui est très récent, celui de Medgaz, qui est mis en service en 2011. Donc ça, c'est les 3 principaux gaz pipelines qui vont vers l'Europe. Par ailleurs, tout ceci s'inscrit dans une logique, dans un grand projet d'interconnexion gazière, en attendant les deux prochains projets qui sont en suspens pour le moment ou partiellement abandonnés. C'est le projet de Trans-Saharan Gas Pipeline qui devrait partir de Nigeria à Alger et là vers l'Europe via le réseau national et international algérien. Donc c'est un projet. Donc elle était dans ses premières phases avant d'être en suspens momentanément. Je ne sais pas quand elle va redémarrer. Et parce qu'il a maintenant des concurrents qu'on en parlera tout à l'heure dans les risques. Et puis il y a aussi Galzi qui devrait, c'est une deuxième liaison de pipeline entre l'Algérie et l'Italie. Voilà, ce projet d'interconnexion gazière de l'Algérie est un projet qui consiste à mutualiser les logistiques de transport du gaz en utilisant un réseau de pipelines nationaux et internationaux. Donc, j'espère que les cas sont assez clairs. Si vous avez des questions tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Alors, ajoutons à ceci que le fait que la Sonatrach, elle est présente dans le monde aussi. C'est une nouveauté pour notre entreprise africaine. Elle est présente aux États-Unis, au Pérou, dans les pays voisins, le Mali, le Niger, la Mauritanie, la Libye, ou même encore la Tunisie. Elle est présente dans le marché espagnol, le marché portugais aussi. Donc, en Grande-Bretagne, voilà, en Corée du Sud, hein, et j'en passe. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Donc la deuxième partie étant
les risques et enjeux, les défis du siècle. C'est la partie la plus géopolitique, parce que là, il y a plusieurs risques à la fois et enjeux pour cette industrie. Donc, j'intitule ça des réserves qui vieillissent, la grande inconnue. Parce que là, il faut reconnaître que l'Algérien en lui-même n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe. Il faut vraiment être connaisseur ou chercher plus d'avoir pour avoir plus d'informations et d'éléments d'information. Donc, on a des recherches enfin des réserves qui vieillissent. On a celui de Hasselman, le plus important en Algérie, qui est au centre, presque est découvert en 1956. Il perd presque 25% de ses capacités d'une part. Et là, pour le remettre, enfin, pour booster sa production, on doit réinjecter sa production jusqu'à 60%, à hauteur de 60%, pour que les puits de production soient un peu plus fiables et des pressions assez correctes. Voilà, il y a un vaste programme lancé par l'entreprise afin de maintenir les gisements et lancé par la Sonatrach. Donc c'est assez coûteux et ça prend du temps, bien sûr. Donc voilà. Et puis il y a un autre risque qui est le risque de l'épuisement des ressources algériennes. Il faut savoir que les deux principaux gisements de gaz et de pétrole, la Siem Mal et la Siem Massoud, dans le centre et dans le sud, ont épuisé environ quelques 45% de leur capacité. Donc à force de les utiliser, puisque on a commencé vraiment à les utiliser depuis 1960, enfin vers 1960. Donc sachant qu'en 2050, la consommation va être, selon les experts, va être doublée, la consommation d'électricité, je me dis bien, d'une part, et la consommation des hydrocarbures et ses dérivés. Donc, puis pour une population estimée à quelques 60 millions d'ici 2040, il y a des besoins énormes d'électricité qui devront être augmentés, ça c'est sûr, et il va falloir du gaz. Il faut juste savoir qu'en Algérie, jusqu'à maintenant, quelques 96% de la production d'électricité est issue d'énergie fossile, d'accord, et que 4% est issue des éoliennes et puis du solaire et de l'hydroélectricité. Donc, ce n'est pas comme au Québec ici, c'est assez particulier. Donc, il faut vraiment du gaz pour avoir de l'électricité. Donc, c'est une consommation ça pèse lourd sur cette production qu'on a besoin pour avoir de l'argent et pour avoir des devises algériennes. Ce qui est un problème en soi, puisque là, on parle des conséquences à court terme pour des contrats à long terme, parce que l'Algérie a des contrats à long terme. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas les faire en ce moment, parce qu'on ne peut pas assurer de gaz. Le contrat à long terme, c'est des contrats de take or pay de 15 à 25 ans, d'accord. Donc, ce qui n'est pas sûr qu'on a assez de gaz pour honorer ces contrats. À l'image de ce qui est passé avec le norvégien State Oil en 2014, l'Algérie n'a pas pu honorer son contrat et avec l'arbitrage international, elle a une pénalité de quelques 400 millions de dollars. Voilà. Elle a le choix d'opter pour les marchés spot. Les marchés spot, c'est des marchés ponctuels, donc ce n'est pas des contrats à long terme, c'est des marchés en gros, c'est ponctuel, et avec les prix du jour même, mais il faut avoir beaucoup de gaz, et ce qui n'est pas évident en Algérie, sans le gaz de schiste, bien sûr. On va parler de là, et c'est l'un des enjeux même de cette partie-là, puisque là je parle des États-Unis, surtout des États-Unis, puisque ça, avec la réalisation du train de Sabine Pass, du terminal de Sabine Pass, la capacité américaine devrait atteindre très prochainement les 27 millions de tonnes par an, ce qui avoisine à peu près 2,5 fois la production algérienne. Donc ceci, de ce fait, on s'achemine sans qu'on le sache vers une abondance du GNL dans le monde. D'accord. 3 dates à retenir. C'est 2009, elle est le premier producteur mondial du gaz. 2020, exportateur net de gaz naturel. Et 2035, elles devront passer de 52 à 75% de part de marché sur le plan international, ce qui modifie radicalement la scène énergétique américaine, vu qu'ils ne seront plus attributeurs de gaz algérien aux Qataris, ils ne sont plus importateurs, ils seront exportateurs, d'accord, et même sur l'international, puisqu'ils devront chercher des marchés à l'extérieur des États-Unis, d'accord, ce qui va certainement faire baisser la part des marchés du gaz algérien, par exemple, à l'international, ce qui est un risque en soi. Il y a un autre risque qui vient aussi de loin, c'est l'invasion qatarienne. Alors, Qatar, c'est le 4e producteur au monde en termes de gaz sec, d'accord. C'est le premier producteur et exportateur de GNL au monde, d'accord. Et elle a un potentiel de quelques 160 ans, d'accord, d'autonomie avec la production actuelle et les techniques de prospection actuelles. Elle a 160 ans. Donc, elle ne s'arrête pas là, puisqu'elle a investi dans le transport, tels les navires avec 11 milliards de dollars de méthaniers de forte capacité,
40% plus que ceux des Algériens en termes de capacité. Elle détient des capacités de chargement combiné de quelques 15%, 15% du potentiel mondial, de la capacité mondiale, mais elle cherche, ce qui n'est pas pour le moment réalisable pour elle, un gazoduc pour s'affranchir l'Europe. Et ça, c'était le coup de grâce pour le gaz algérien si elle devrait atteindre l'Europe. Donc, ce qui est un peu problématique. Mais bon, jusqu'à maintenant, elle profite des contrats à long terme et du marché spot pour vendre son gaz. Alors, l'autre risque, voilà, moi je l'appelle ça guerre des gazoducs et lutte d'influence. Alors, pour gagner des parts de marché, il faut vraiment avoir que ces marchés-là soient accessibles. D'accord? Et pour être accessible, il faut minimum avoir, l'idéal est d'avoir un pipeline. Donc ça, c'est l'exemple de l'Italie. L'Italie avait le choix, depuis 2010, avait le choix entre le Galzi algérien, d'accord, et en provenance d'Algérie, et un autre pipeline South Stream venant de Russie, et un autre, le TAP, Trans-Adriatic Pipeline, venant d'Azerbaïdjan. Il faut savoir qu'il y a quatre critères déterminants dans ce cas de figure. On a les réserves, sont-ils sûrs ou pas, c'est de grandes réserves ou pas. On a la stabilité des pays sources, la sécurité du tracé, d'accord, et le dernier point, c'est le coût, d'accord. Donc, il ne faut pas être un génie pour comprendre que entre le Galzi, le South Stream a été définitivement abandonné suite à la crise russo-ukrainienne et les conflits entre la Russie et l'Europe. Donc, l'option a été écartée. Donc, et entre le TAP et le Galzi, en termes de provenance, en termes de coût, parce que celui-là achemine 16 milliards et l'autre achemine 8 milliards de mètres cubes pour un coût de 16 milliards. Moi qui ai beaucoup de calculs là-dedans, je ne dis pas entre là-dedans. Ils ont choisi le TAP. Et il est dans des étapes très avancées par rapport à sa construction et il devrait être livré très prochainement. Donc voilà, ceci dit que le Galzi n'est pas vraiment abandonné, mais elle est en suspens pour le moment en attendant ce qui va venir. Donc l'autre risque vient d'assez proche, ce n'est pas très très loin, il nous vient du Maroc. Parce que là le Maroc, le roi Mohamed VI propose dans sa conquête de l'Afrique, parce que c'est tout un programme, lance son projet phare d'un pipeline qui devrait s'interconnecter avec le West African Gas Pipeline. Donc vous pouvez voir sur la carte, on discontinue. Donc il contourne toute l'Afrique pour atteindre, c'est le gaz nigérien, pour atteindre l'Europe, ce qui fait du Maroc un concurrent. Il va non seulement faire baisser la part du gaz algérien, la part du marché européen. Donc c'est un risque, ce qui met fin au grand projet d'interconnexion gazière de l'Algérie. Donc, et là, on passe à la troisième partie. Donc, j'espère que je ne vais pas très loin, très vite, hein. Ça va? Ouais. Donc, et la troisième partie, l'influence du secteur sur la politique algérienne. Ça, c'est plutôt national, c'est plutôt interne. Il n'y a pas beaucoup de chiffres, mais il y a des dates. Voilà. Donc, le secteur des hydrocarbures, l'outil de l'intelligence économique. Donc, premièrement, il faut savoir que cette richesse minière de l'Algérie avait fait que le pouvoir en place à l'époque avait fait le choix du socialisme en tant que doctrine de l'État algérien dans les premières années de l'indépendance, et ça continue, il faut reconnaître. Hein. Et puis, jusqu'au premier choc. Le premier choc était la crise de 1986. Et là, j'insiste là-dessus, parce que le baril était à 14 $. C'était une chute, c'était la crise. 2 ans après, il y avait les émeutes. Des émeutes, la révolte en Algérie, ce que j'appelle, moi, l'automne algérien d'octobre 1988. D'accord? C'était vraiment, c'était l'un des premières, des premières révoltes dans le monde arabe. 2 ans après, donc, et puis de 1988 à 1999, c'était la crise économique, la décennie noire. Pourquoi? Un pétrole à 11 $. Il faut reconnaître, c'est juste pour vous dire que quand on a un dollar fort, tout va bien. Quand on a un baril fort, il n'y a pas de problème. Par ailleurs, quand les prix baissent, ça a une influence négative sur la vie socio-économique, socio-politique de l'Algérie. Donc voilà, 1988-99, il y avait un pétrole à 11 $ et une instabilité politique et sécuritaire
ce qu'on appelle la décennie noire. De 1999 à 2008, c'est les années glorieuses. Une stabilité, développement, sécurité avec un dollar à 140 dollars, ça c'est tout à fait normal, d'accord. Un baril à 140 dollars. En 2009, le premier choc qui a suivi, c'était un pétrole à 40 dollars. Donc là, les gouvernements de l'époque avaient commencé à penser pour une fois, à revoir sa politique économique avec moins d'importations. Avec moins d'importations. Mais le problème que cette politique n'a pas duré, puisqu'il y avait le printemps arabe, qui n'était pas très loin, en 2011. Et là, la politique a changé de nouveau avec l'achat de la paix sociale. Pour y remédier, bien sûr, et faire face à cette révolte. Donc, mais il était dans l'obligation de puiser dans le FRR sur le fonds de régulation des recettes. C'est un fonds souverain algérien. Donc ce n'était pas utile, mais bon, fallait qu'il fasse ça pour contrer cette révolte. En 2015, l'annonce d'une cure d'austérité avec un prix de baril toujours à 29 dollars. Donc c'est une baisse, d'accord. Pour cela, il fallait une diversification économique, ce qui était bien, en logique, en tout cas, tourisme, agriculture, industrie. Ils se sont pris un petit peu tard, mais bon, c'est toujours bien de le faire. Et puis il y avait une diversification aussi par rapport aux ressources minières et énergétiques. Et là, on reparle pour la première fois, on parle de la première fois, du gaz de schiste et de prospection en offshore. Le gaz de schiste, oui. Pouvez-vous préciser qu'est-ce que c'est la FRR? Le fonds de recettes, c'est un fonds souverain. Donc le fonds... Ressources. J'avais dit tout à l'heure, non? Je crois que tu l'as après peut-être. Ouais, je vais le voir. C'est le fonds souverain algérien. Oui, c'est un fonds souverain. Ouais. Oui, hein. Ouais. On prenait une partie de devises qui fait. Oui, tout à fait. Au début, c'était normalement intouchable. Pour les fonds de régulation. Fonds de régulation de recettes. C'est des soldes de l'Afrique ou... Non, c'est uniquement. C'est un fonds souverain algérien. Fonds, fonds de régulation des recettes. Ouais. À l'époque, il était je pense, de 55 milliards de dollars à l'époque. Et puis, donc voilà. Et là, quand on parle de gaz de schiste, c'est un choix et un pari risqué. Parce que pourquoi risqué? Parce que dès l'annonce de la contenu de loi, du contenu de la loi relative au gaz de schiste, il y avait des manifestations à Insala. Parce que c'est là où il y a les premiers gisements, d'accord, les premiers puits de gaz de schiste. Et puis des manifestations à Insala, puis propagation à Alger, Londres, Paris. 3 ans plus tard, en 2017, le gouvernement est assez intelligent, essaye d'affoler les populations avant de relancer le projet de gaz de schiste. Donc pas de schiste, pas d'argent, pas de devise, c'était la devise à l'époque. Donc voilà, la plupart des Algériens sont contre, ça c'est sûr, dont moi-même, quoi. Et les populations du Sud s'estiment trahies par le pouvoir et l'opposition. Le pouvoir, parce qu'il avait continué à faire ce qu'il avait à faire, et l'opposition, parce qu'il ne s'est pas montré convaincante dans ce sens. Voilà. Donc, l'Algérie est un État social par excellence, un difficile maintien. Pourquoi? Quand on a des prix d'énergie, par exemple l'électricité, le gaz, le gasoil, l'essence, parmi les moins chers au monde, ils sont tous subventionnés. Quand on a une large tranche de produits alimentaires, le pain, le sucre, le lait, subventionnés, la population s'y habitue. Et devient même accro. D'accord? Donc, on a aussi les revenus pétroliers et gaz ont permis l'exécution des plans quinquennaux du programme, parce que le président y avait proposé un plan quinquennal à chaque élection. Donc 2 millions de logements sociaux en 10 ans, construire vite ça c'est bien, mais apporter plus toujours utile et contrôler moins, ce qui est négatif en tout cas. Des infrastructures telles autoroutes c'est bien, métro, aéroport, hôpitaux, il n'y a pas de problème aussi, c'est bien. Un cadre de vie agréable avec un PIB en croissance, mais une qualité de vie en baisse, parce qu'on cherche toujours le meilleur ailleurs. On importe, on fait le tourisme à l'extérieur de l'Algérie, en dehors de l'Algérie. Donc, aspect sécuritaire réglé, ça c'est sûr, hein, ce qui est un avantage, mais une stabilité politique, trop d'ailleurs, jusqu'au point où le paysage politique se fige. Donc, pas d'opposition ou une opposition obsolète.
Donc moins de terrorisme, là je vais y arriver, mais plus de criminalité. Alors, un coût social, ça c'est sûr, parce que là tout le monde parle en Algérie des 800 milliards US, de dollars US, investis en 15 ans, sans résultat tangible, où sont passés ces 800 milliards de dollars? Donc, pour des problèmes de base qui ne sont toujours pas résolus. Une inflation qui s'est faite sentir à partir de 2012, et là on part vers les 2 chiffres d'ici 2020 selon les experts. Un tissu industriel impossible à relancer, avec, si j'ose dire, si même une désindustrialisation due à l'importation. Quelle importation? Parce que là, on importe de Chine. Et les produits chinois ne sont pas. On ne peut pas les concurrencier, ça c'est sûr, hein, parce que leur prix est toujours plus bas que le produit national. Donc, beaucoup de chômage, des jeunes. Mais ce sont des jeunes qui, à la recherche d'un emploi facile et gain rapide. Et ça, c'est l'héritage de la politique de l'achat de la paix sociale en 2011. D'accord? Puisque l'État, à l'époque, distribuait de l'argent un peu partout. Une population exigeante, ça c'est sûr. Des émeutes pour des coupures d'électricité. Ça s'est passé même en 2010, lors du match Algérie-Slovénie. Donc pendant le match, il y avait la coupure d'électricité, donc pas de télévision, pas de match. Et là, la région s'embrase. D'accord? Des émeutes lors des attributions de logements sociaux, à chaque attribution, c'était toujours le même problème. Donc, et j'en passe. En conclusion, le pétrole, un pétrole fort et une aisance financière ont longtemps conservé cet équilibre interne sur tous les niveaux de l'État. Face aux enjeux et risques, on a cité tout à l'heure, qui guettent le secteur du gaz et du pétrole, la solution politique et sociale en Algérie risque de s'aggraver, voire la situation politique et sociale risque de s'aggraver, voire d'exploser. En attendant les réformes économiques et les réformes économiques et le recours au gaz de schiste restent des solutions conjoncturelles, ponctuelles, vu que le réel problème est l'opacité qui règne dans la gestion des affaires de l'État et le manque de volonté politique pour un changement tangible. Donc, c'est fait. Merci. Merci beaucoup.